Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, la diversité, l'inclusion ont longtemps occupé le devant de la scène managériale. Discours institutionnel, chartes et engagements affichés. Mais une question demeure, s'agit-il encore d'un levier réel de transformation, d'un thème qui s'essouffle à force d'être mal compris, mal expliqué ou mal appliqué ou instrumentalisé dans l'entreprise? La diversité ne se décrète pas, elle s'observe dans les trajectoires, les pratiques de recrutement, les parcours de promotion et surtout dans la manière dont le leadership s'exerce au jour le jour. Le contexte marocain pose des questions plus spécifiques, la culture managériale, le rapport au pouvoir, la place des femmes, la reconnaissance des compétences au-delà des profils récurrents et dominants. Nous en parlons ce matin de 10h à midi et nous restons ouverts si vous avez des témoignages, des avis, des questions à faire entendre. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et ce matin nous sommes avec Melim Haïdaraoui, qui est fondatrice de Winners Factory Maroc, qui est experte en communication et qui effectivement accompagne les entreprises sur certains chemins de transformation. Alors ce matin nous allons parler d'une thématique que nous n'avions peut-être jamais abordée en tant que telle dans les experts. Alors c'est vrai que quand on parle de diversité, d'inclusion, ce sont des mots, des locutions qu'on retrouve dans certains rapports d'ONG internationales, dans certains discours, pas pendant ce Davos de cette année, ni celui de l'année d'avant, mais pendant un certain nombre d'années, 20 ans peut-être, qu'on retrouvait effectivement ces thématiques qui revenaient énormément. Alors au Maroc, la question est de savoir comment on traduit, comment on comprend, et peut-être comment on prend en compte ces éléments-là qui effectivement étaient pendant un certain nombre d'années dans l'air du temps. Haïdaraoui. Je pense déjà que l'idée même de diversité et d'inclusion, il ne faut pas la voir comme une injonction, parce que souvent, il y a effectivement ces injonctions à la diversité, l'inclusion, comme des politiques et des programmes imposés. Oui, et partout dans la politique, dans l'entreprise, dans beaucoup de domaines. Oui, mais il faut comprendre l'enjeu vraiment de la diversité et de l'inclusion. On parle de diversité et d'inclusion, c'est pas un vecteur social, mais c'est avant tout un levier de performance. Il faut comprendre que pour l'entreprise, la diversité, c'est un enrichissement. Quand on parle de diversité et d'inclusion, on a souvent tendance à penser, bien sûr, l'inclusion des femmes, leur rôle dans leur entreprise, mais c'est pas seulement ça. La diversité, elle est beaucoup plus large. Elle inclut bien entendu la diversité genre, la diversité générationnelle, la diversité de métiers. Donc, il y a tout un tas de composantes dont on doit tenir compte Oui. pour parler de ce Mais c'est vrai que des fois, on va utiliser des mots, ils ont un écho différent selon les personnes auxquelles on les adresse, selon même les pays dans lesquels ils se font entendre, Haïdaraoui. Alors qu'est-ce qu'on entend Absolument. précisément dans notre pays lorsqu'on parle d'inclusion, de diversité? Ça fait écho à quoi précisément et spécifiquement dans l'entreprise? Alors, précisément, c'est ce à quoi on doit penser quand on parle de diversité, c'est comment on enrichit la composante de nos effectifs, de notre capital humain. Je vous donne un exemple. Imaginons que dans les effectifs d'une entreprise, on est vraiment des effectifs totalement homogènes, des équipes homogènes, qui pensent de la même façon, qui sont formés de la même façon, Oui. qui sont tous des hommes ou qui sont tous des femmes, et qui ont tous les mêmes référentiels, la même façon de parler, je dirais le même câblage. Mais on va réfléchir très vite dans cette entreprise, mais on ne va pas réfléchir très loin, puisque cette similarité ou cette homogénéité ne va pas permettre une longueur de vue et une profondeur et un nuancement dans les réflexions, dans la façon d'aborder les problématiques. Oui. Et donc, forcément, elle va être moins performante que quand il y aura des équipes plus riches, plus diversifiées, tout ça. C'est-à-dire qu'on essaie dans le recrutement d'avoir différents types de profils. Alors, quand on parle de diversité de profils dans l'entreprise, ça peut être une question de génération, ça peut être une question de milieu social. Il y a tellement de... Parce que la diversité, c'est un mot, entre guillemets, qui va vers l'extension. C'est-à-dire, ce sont des choses différentes, entre guillemets, ou des éléments différents dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par enrichissement ou potentiel pour l'entreprise lorsqu'on veut faire un usage de ce type de paradigme dans le recrutement des personnes qui vont rejoindre en effet une entreprise qui est déjà un groupe, parce qu'il y a toujours des effets de majorité, des effets de minorité,
Et quand on recrute, en effet, bon, peut-être de jeunes personnes dans une entreprise où la moyenne d'âge est ce qu'elle est, où la moyenne d'âge peut être élevée, il y a toujours un effet de majorité, de minorité qui va également rentrer en considération. Oui, et c'est là tout l'enjeu des ressources humaines qui ont besoin justement de lisser, si vous voulez, ces ressemblances et apporter de la diversité, apporter de la différence dans la composition des équipes. Je m'explique, une entreprise qui n'aurait dans ses effectifs que des techniciens ou que des ingénieurs ou Oui. d'autres types de métiers. Hein, Oui, avec parce que c'est vrai qu'il y a aussi les différents types de personnalités. Exactement, Oui. exactement. Donc, vous avez plusieurs façons d'aborder plusieurs angles de la diversité. Vous avez la diversité genre, la diversité générationnelle, la diversité donc d'expérience, la diversité par rapport à des minorités, effectivement, que ce soit des personnes à mobilité réduite ou des minorités ethniques. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on souhaite développer dans cette entreprise, une entreprise pilote une trajectoire. Et une trajectoire a besoin d'hommes et de femmes et d'une équipe composée par suffisamment de compétences suffisamment complémentaires pour pouvoir délivrer. Or, plus on va avoir des équipes qui se ressemblent, moins on va pouvoir voir loin, aller loin, rentrer dans la nuance et vraiment délivrer cette Hmm. performance-là. Alors ça c'est bon, peut-être la compréhension qu'on peut avoir de la diversité. Je le disais, c'est peut-être une diversité de profils dans l'approche qu'on a de résolution des problèmes. Alors Absolument. c'est peut-être un certain nombre d'éléments qu'on va faire entendre, mais l'inclusion, c'est l'autre aspect entre guillemets de notre thématique. Alors Ça, justement, bon, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Lorsqu'on entend ce terme-là, bon, on peut le deviner quelque part, mais c'est toujours en fonction de celui qui l'énonce dans le contexte dans lequel en effectivement fait, il le fait entendre. Oui. c'est un point très important que vous évoquez parce que l'inclusion, effectivement, souvent, elle est mal comprise. La diversité, donc, c'est d'amener dans ces équipes toutes ces différences qui vont amener une complémentarité, qui vont être un levier de performance. L'inclusion, c'est de sortir de cette phase de représentativité et de leur donner vraiment la place et la voix d'agir, d'influencer et de diriger. Parce qu'on peut inclure des équipes diversifiées, mais ne pas leur laisser la latitude de pouvoir vraiment avoir un impact sur la performance et sur les équipes. Donc l'inclusion, c'est de pouvoir leur laisser cette place. Ouais, alors, mais laisser la place, c'est peut-être promouvoir, c'est peut-être donner la parole, c'est peut-être beaucoup de Exactement, choses. c'est Oui. exactement ça. C'est tout à fait ça. Vous avez raison dans le sens où c'est une problématique très complexe et pour lesquelles les entreprises s'engagent dans des programmes bien structurés Oui. pour pouvoir donner vie à cette diversité et cette inclusion. Mais souvent, effectivement, ces termes-là, on les voit dans un certain type particulier d'entreprise. Elles sont organisées, elles sont institutionnelles, elles sont d'une certaine taille. Tout à Ce fait. sont parfois des multinationales, ce sont peut-être des entreprises. Des banques, des Oui, multinationales. oui. Donc c'est davantage dans ce cadre-là qu'on retrouve dans les politiques RH ce type de vocabulaire. Aïdala, Oui, oui. dans le vocabulaire, c'est très juste ce que vous dites, mais je pense que à chaque échelle d'entreprise a son échelle de diversité et d'inclusion. Une très petite entreprise ou une PME va avoir l'intuition ou l'instinct de se dire ah sur ce poste-là j'aurais besoin plutôt d'une femme ou là plutôt d'une personne de tel profil ou avec telle expérience ou telle catégorie d'âge parce que par rapport à la clientèle que j'aurai à gérer ou par rapport au challenge que j'aurai Oui. à relever, j'ai besoin de tel et tel set de soft skills qui relèvent Mais oui, de bien ces entendu, actifs-là. si on souhaite peut-être promouvoir des personnes ou engager des personnes qui soient habiles sur les réseaux sociaux, c'est par nécessité une certaine catégorie d'âge, parce qui a été biberonné, Voilà, qui a grandi c'est une grille dans, d'analyse et de dans ce lecture. monde-là, pour ne citer que cet exemple-là. Voilà. Alors on va profiter de la respiration musicale, on a le temps, bien entendu, si vous avez des avis, des témoignages, peut-être des questions à nous soumettre ce matin, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Ce matin avec Mehdi Aïdaraoui, qui est fondatrice de Winners Factory Maroc, et nous parlons ce matin de diversité et d'inclusion pour savoir effectivement comment ces éléments sont peut-être traduits ou non dans les politiques
d'entreprise, dans les politiques de ressources humaines, de promotion, de recrutement. Alors sur l'inclusion, je crois qu'on a débuté effectivement le sens qu'on donnait peut-être à ce terme-là, mais je disais c'est toujours circonstancié par rapport au contexte. Le contexte marocain, bon, l'inclusion, c'est peut-être des personnes, l'inclusion de personnes, oui, de différents milieux sociaux, de générations jeunes dans l'entreprise, quelquefois aussi des régions. Alors, Oui, c'est un élément également qui revient dans... diversité culturelle. Oui, On a souvent besoin de, même entre Marocains, dans le recrutement, oui. souvent, de, Souvent, avant, effectivement, on pouvait demander la question de savoir de quelle origine est l'interlocuteur qu'on reçoit, entre guillemets, dans un entretien d'embauche. Aïdara, oui. oui, c'est effectivement une question qui est régulièrement posée en entretien. Ce n'est pas discriminatoire, mais ça peut au contraire vouloir dire Oui, qu'on a besoin d'inclure des composantes culturelles complémentaires. Par exemple, des profils qui parleraient des dialectes régionaux, comme le Tachlhit ou le Tarifit, par exemple. C'est des choses qui sont aujourd'hui considérées et à valeur ajoutée pour le recrutement, pour l'entreprise, selon bien entendu le type d'activité et le type de marché dans lequel oui. il opère. Et effectivement, quand on parle de cet élément-là, je disais qu'il y avait effectivement une catégorie d'entreprises qui étaient sensibles à ces éléments. Il y a aussi la question de savoir si aujourd'hui, comparativement aux périodes précédentes, c'est un élément qui est pris en considération, c'est quelque chose qui, entre guillemets, dont l'intérêt baisse dans la société. Parce que, bon, chaque époque, elle a des discours qui sont à la mode, qui sont promus, qui sont bien, qui sont, entre guillemets, perçus positivement. Et la question est de savoir dans l'entreprise si ce sont des éléments qu'on considère dans le grand nombre des entreprises ou ce sont davantage effectivement des concepts qu'on retrouve dans les entreprises entre guillemets multinationales ou des entreprises institutionnelles, Aïd Alaoui. Je pense qu'il faut faire la distinction entre le traitement médiatique qu'on fait de la diversité et de l'inclusion et les vraies problématiques qui sont adressées à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise n'a pas une vocation De faire du social ou de la charité. absolument pas. Bon, Donc, la vocation de l'entreprise, c'est d'être efficace, c'est de délivrer des trajectoires et donc c'est de délivrer de la performance. Et donc, sous cet angle de vue-là, on a un prisme assez large oui. de composantes dont on doit tenir compte pour pouvoir atteindre cet objectif. Oui, mais justement, la performance, ce n'est pas de la morale. Et pourtant, lorsqu'on utilise effectivement cette terminologie-là oui, dans des discours d'ONG ou dans des discours, des fois, entre guillemets, convenus, c'est un discours qu'on entend d'un point de vue moral, Aïdara, oui. Alors, c'est pour ça que je dis encore une fois, il faut distinguer les injonctions Oui, et la réalité du terrain de l'entreprise. Il y a bien entendu des politiques sociales, RH, qui vont, bien entendu, qui ont pour mission et pour vocation de promouvoir cette diversité et cette inclusion pour des raisons politiques, pour des raisons d'efficacité ou oui. Et d'orientation, avant, c'était peut-être parfois pour des raisons d'image. pour des raisons d'image aussi, probablement. Donc, je n'ai pas d'avis arrêté sur ça. Mais Hmm. aujourd'hui, essayons de retenir vraiment la perspective de l'entreprise. On a besoin d'une palette large de composantes, de compétences, de profils dans des équipes afin de pouvoir rester compétitif et délivrer des objectifs. Et dans ça, l'entreprise va puiser dans ses ressources humaines. Euh, Recruter une brochette d'équipes qui se ressemblent ne va absolument pas apporter de la valeur ni de la richesse. On a besoin de sortir du recrutement qui nous ressemble vers le recrutement qui nous complète. Et donc c'est dans cette perspective qu'on va aller chercher des compétences diverses. Donc forcément, si on cherche une palette large de compétences, on va les chercher dans des profils complètement différents. On va aller chercher un certain type de compétences dans des profils masculins, des profils féminins, on va aller chercher d'autres compétences, des profils minoritaires ou culturels, encore une autre série de compétences complémentaires. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, loin des discours, des injonctions et des effets de mode par rapport à la diversité et l'inclusion, qui existent, je ne le renie absolument pas, mais restons juste sous le point de vue entreprise. On a aujourd'hui une performance à délivrer et
par rapport à cette performance, il y a une nécessité d'intégrer dans les équipes des compétences, des points de vue et des profils et des provenances culturelles qui vont enrichir le delivery et qui vont permettre d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est du point de vue effectivement de l'efficacité. Mais du point de vue de la prise en considération ou non de ce type de paramètres, Haïdaraoui, lorsque c'est un discours qu'on retrouve partout, dans les médias, dans beaucoup de regroupements institutionnels et ainsi de suite, il y a comme une lame de fond qui peut nous amener à être sensibles à tel ou tel aspect. Ce sont les modes de l'époque. Et la question est de savoir aujourd'hui si on y est sensible dans les entreprises marocaines. Parce que je le disais, il y a parfois cette prise en considération davantage dans une petite catégorie de grandes entreprises que dans le grand nombre où effectivement on va appliquer, mais d'instinct, ce type d'éléments sans pour autant leur donner le... C'est exactement ça. Oui. Dépendamment de la taille de l'entreprise, de sa structure ou de sa donc, si c'est une multinationale ou si c'est une PME ou TPME, on va avoir soit des programmes structurés de leadership féminin, de diversité et inclusion, de programmes de recrutement ou de formation au biais de la discrimination au recrutement. Donc, il y a tout un type différents types de programmes qui sont liés à cette notion de diversité et inclusion. Et puis, instinctivement, effectivement, sur des entreprises à taille plus réduite, on va aller chercher, on ne va pas se poser la question si on fait... Oui. C'est comme M. Jourdain, on va faire de la prose sans le savoir. On va aller chercher des compétences diverses, là où on va pouvoir les trouver, parce qu'on a conscience du besoin de cette complémentarité et de cette différence qu'on doit ramener vers nos équipes. En tout cas, il y a de la complémentarité avec les collègues, parce qu'à 10h30, on avait annoncé Karim Droné qui va nous présenter les actualités. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Ceux qui veulent prendre la parole, partager des avis, qu'ils aillent dans le sens de ce que nous disions ou à l'inverse, nous restons ouverts à l'échange au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Mary Maïda Raoui et nous parlons de la diversité, de l'inclusion et hors antenne on évoquait la diversité des caractères. Il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a des personnes qui sont en retrait, il y a des personnes qui prennent beaucoup de place. Et c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on est, on va valoriser ou dévaloriser un certain type de qualité qu'on va observer lorsqu'on travaille avec les personnes, qu'on les côtoie. D'ailleurs, dans l'entreprise, on fait des choix dans le recrutement. On décide d'avoir un certain type de profil. Dans la vie également, quand on se marie, quand on a des amis, on fait des choix conscients ou inconscients et en fonction effectivement de critères différents. Il y en a qui vont, entre guillemets, se sentir à l'aise qu'avec les personnes qui leur ressemblent, d'autres qui cherchent, entre guillemets, d'autres couleurs, d'autres façons de faire. De même pour les entreprises, Haïdaraoui. Oui, en entreprise, intégrer des compétences différentes, c'est un challenge en soi. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est surtout avoir conscience du besoin de talents de différents horizons et comment on va les faire dialoguer entre eux. Oui. Parce que intégrer de la différence, c'est une chose, mais les faire travailler ensemble, c'est encore une autre paire de manches. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'orchestre. Et dans la chronique de Franck Mathieu ce matin, il a fait référence au quatuor. Mettre en harmonie des instruments différents, c'est une autre paire de manches. Et justement, alors dans certaines entreprises où ce sont des éléments parfois rationalisés ou qui sont pris en considération dans des programmes, ça ressemble à quoi que ces politiques qu'on dit leadership féminin, inclusion, diversité, Haïdaraoui, Alors déjà, que tu évoquais tout à l'heure. Oui. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout les programmes les plus simples à manager au niveau des directions. Oui, parce que déjà, il faut capter l'attention. Et parfois, ce sont des mots qu'on écoute avec une forme de distance et de méfiance, Haïdaraoui. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. L'idée principale, c'est que la direction des ressources humaines, quand il y a des programmes de diversité à mettre en place ou à délivrer, ils ont des indicateurs. Il y a un reporting. Donc, chaque trimestre ou semestre ou année, on a besoin d'évaluation sur eux. Absolument, d'évaluer les programmes et comment on a
pu avoir de l'impact et délivrer les objectifs Alors, qu'on c'est quoi voulait un atteindre. programme de diversité, pour ne citer que cet exemple-là dans... Alors, c'est vraiment en fonction des orientations de l'entreprise Mm. et de ce que l'entreprise a besoin de réaliser au cours de sa trajectoire. Mais il peut y avoir différentes formes de sous-programmes dans un programme de diversité Mm. et d'inclusion. D'abord, ça commence par des formations. Des formations à sensibiliser justement. Qu'est-ce que c'est que la diversité et l'inclusion? Depuis tout à l'heure, Badr vous disait, on ne comprend pas, c'est Oui. cosmétique, c'est juste un Oui, on se dit effet c'est de de la mode. morale, c'est pas de la performance. D'instinct, beaucoup de personnes, effectivement, ont cette... Absolument pas. Au Mm. niveau de l'entreprise, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire matcher, de faire correspondre des talents avec des missions à accomplir. Et ça, c'est toute la difficulté que nous avons. D'abord, savoir sourcer, savoir identifier les différences, les différents profils qu'on a besoin d'intégrer à nos équipes. Ensuite, savoir les sourcer. Et enfin, savoir les faire Travailler travailler ensemble. ensemble, dialoguer. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est d'avoir des profils qui se ressemblent et donc ils vont penser de la même façon. Mais qu'est-ce qu'on va, on va tomber sur quoi? On va avoir Oui. une pensée unique. Exactement, mais spontanément, les personnes ont une façon, entre guillemets, de valoriser cela dans l'expression qu'ils emploient lorsqu'ils rejoignent une entreprise. Des fois, on se dit, ah, ce sont des personnes qui sont comme moi ou qui ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire la même approche, entre guillemets, de l'exigence, de la performance. Et on se dit, ça match très rapidement, mais effectivement, dans la ressemblance quelquefois qui recherchaient spontanément. Il y a ça, et il y a aussi les biais de discrimination, les biais de différence. Pourquoi? Parce que quand je donne un exemple aléatoire où une jeune femme cadre rejoint une entreprise où il n'y a que des hommes qui dirigent. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Ah, Est-ce que, c'était le témoignage de la semaine dernière voilà, d'une auditrice. Oui, voilà. Est-ce oui. que est-ce que cette organisation va pouvoir me faire de la place sur la base de mes compétences et de mes réalisations, indépendamment du fait qu'il y ait un leadership 100% masculin? Est-ce que cette organisation va être sensible à ma contribution, ou alors je suis juste un pion ou une actrice qui est reléguée à un certain Oui, périmètre au-delà duquel je ne vais pas pouvoir casser mon plafond de verre? oui. Donc c'est pour ça que certaines entreprises qui ont besoin de toutes les forces vives et de tous leurs talents vont décréter que vous êtes les bienvenus. Vous avez un programme de leadership féminin, il y a un programme de talent, et donc on va aller chercher les potentiels ou les Mm. hauts potentiels féminins ou tout confondu, Oui. pour pouvoir accompagner cette trajectoire-là. Mm. Mais je le disais souvent dans de grandes entreprises où effectivement il y a ce vivier-là où on va faire peut-être oui, ce travail-là de reporting, oui, d'évaluation et ainsi de suite. Mais il y a un mot que j'ai retenu, c'est la formation. Alors qu'est-ce qu'on y met dans ces programmes de formation pour ceux qui n'ont pas dans leur vie, entre guillemets, été au contact de ces éléments-là dans l'entreprise? Aïda Laoui. Alors, c'est de la formation à la sensibilisation, justement, à sensibiliser aux différences culturelles, aux différences de genre et à la façon dont on travaille ensemble. Comme on a dit tout à l'heure, intégrer des profils différents, ça va mener à des frictions. Mais le management efficace va être celui qui va faire transformer cette friction en intelligence collective bénéfique pour l'entreprise et pour la performance. Oui, mais souvent quand il y a un bon chef d'orchestre, il fait, entre guillemets, en sorte que chacun puisse jouer de son instrument au mieux. Mais c'est un élément dans la gestion des rapports humains, Aïda Laoui, pour que, d'une certaine façon, ceux qui sont extrêmement minoritaires ne soient pas, et c'est naturel, ou c'est une tendance, entre guillemets, qu'on observe dans tous les groupes, C'est même plus... moqués, rejetés d'une certaine façon, Oui, et peut-être... oui, alors il y a effectivement le cadre qu'on va mettre, le cadre culturel, qu'on va mettre au-dessus d'un capital humain qui est en train de travailler et que chacun va mener sa mission d'une certaine façon. Qu'est-ce que ce cadre va tolérer comme discrimination ou comme biais voilà, on va parler par exemple pour les femmes, quand elle va se marier ou quand elle va rentrer dans une... voilà, quand elle va annoncer une grossesse, il va y avoir
des choses qui vont se passer dans l'entreprise, qui n'est pas formé à gérer ces trajectoires-là qui sont totalement naturelles et légitimes. Donc il y a les personnes qui sont soit dans des minorités, soit dans des genres comme dans la position des femmes en entreprise, on va plus instinctivement et plus naturellement, dû à des conditionnements, à des croyances limitantes, pas vouloir faire trop de bruit, juste aller dans le courant et pas taper sur la table, ce qui est plus une compétence, on va dire plus masculine, où il faut avoir été accompagné ou avoir un certain niveau d'études qui nous a préparés à prendre toute la place. Mais prendre toute cette place, en soi, c'est une compétence. Oui, mais ça, c'est le rapport de la personne qui peut faire face aux difficultés. Bon, ceux qui mettent en difficulté une personne qui est minoritaire, il est difficile de les rectifier en disant c'est pas bien et il faut être sensible à l'idée de faire de la place. Parce que c'est une dynamique normale ce qui se passe. Ce qu'on est en train de décrire, c'est une dynamique normale, une dynamique sociale et économique dans une entreprise qui est totalement courante. Ce qui n'est pas normal, c'est est-ce qu'on va le tolérer, l'encourager, ou au contraire promouvoir l'inverse, promouvoir l'intégration, promouvoir le respect des différences, promouvoir quelqu'un qui ne va pas naturellement aller chercher une place plus importante, avoir de l'impact, alors qu'il y a un talent au fond qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin de promouvoir. Est-ce qu'on va aller l'accompagner à travers des outils, des programmes, de la formation, du mentorat? Donc il y a tout un tas de programmes qui sont justement... Alors c'est à destination, c'est programmé par qui? Ce sont des formations qui sont prodiguées par qui? Et c'est à destination de qui? C'est-à-dire des managers, les ressources humaines? Comment ça se met en place dans les entreprises entre guillemets structurées qui sont sensibles à ce discours? Ça se met en place de façon totalement transverse. D'abord, c'est effectivement un sujet stratégique. Donc la première décision est prise au plus haut niveau de l'entreprise. On a besoin de mettre en place tel et tel programme en collaboration étroite, bien entendu, avec la direction des ressources humaines, dont c'est la mission de déployer tel ou tel programme. Donc, vous avez des programmes de formation, donc, de différents niveaux, que ce soit l'entreprise dans sa globalité, au niveau managérial, justement, comment on va faire dialoguer cette diversité et en faire un levier d'intelligence collective. Et vous avez également des programmes de mentorat. On va aller identifier des talents et parce qu'on sait que il y a un accompagnement qui est nécessaire avant l'atteinte de leur plein potentiel, on va les accompagner pour arriver à ce plein potentiel qui va être totalement bénéfique. Oui, mais comment je le traduis quand j'entends à l'instant même ce que vous dites, Aïdalaoui, c'est que dès lors qu'on identifie un potentiel, on peut envisager de le promouvoir, et si on envisage de le promouvoir, on lui donne un poste de responsabilité. Si on lui donne un poste de responsabilité, il faut le préparer, entre guillemets, avoir ou de la confiance, ou le prédisposer, entre guillemets, à gérer les difficultés qu'il peut rencontrer si il n'a pas l'assentiment des personnes qu'il va diriger d'une certaine façon. Et donc, c'est davantage peut-être la façon qu'on a de réagir face aux difficultés qu'on peut avoir en tant que manager si on est promu et qu'on a été identifié comme un haut potentiel. C'est bien cela? Mais il faut comprendre un petit peu l'enjeu qu'il y a derrière. Il y a un enjeu de fidélisation, il y a un enjeu de rétention des talents, il y a aussi un enjeu de programme de relève managériel et de dirigeants. Quand on a des talents qui sont à des niveaux juniors ou confirmés, on a envie de les accompagner jusqu'à un niveau plus senior et jusqu'à l'atteinte de postes de décision. Les hauts potentiels, on peut les identifier rapidement au sein d'une entreprise. Comment? Simplement, la posture, la contribution, le travail réalisé, les soft skills qui font que, à un degré de maturité qui est encore précoce, a besoin d'un accompagnement de plusieurs années parfois avant d'arriver à un programme. Et puis, ça rentre aussi dans la gestion de carrière. Aujourd'hui, vous savez très bien que la ressource humaine est très volatile et qu'on a besoin de donner de la perspective par rapport à des talents identifiés qui sont clés, des compétences clés dans l'entreprise, qu'on puisse les retenir, les fidéliser et leur donner une possibilité de se projeter dans l'avenir dans cette même organisation. Donc, c'est vraiment à l'intersection et au croisement de plusieurs enjeux de ressources humaines de se dire que voilà, même le programme de diversité et d'inclusion va adresser ces problématiques de rétention et de fidélisation
pas uniquement de performance. Ouais, dans un cas extrême, c'était le témoignage la semaine dernière d'une auditrice qui travaille qu'avec des hommes et bon, disons que on lui a mené la vie difficile. Ça s'est traduit par un an de cessation de travail pour des raisons peut-être de Mais burn-out. si on n'est pas Ouais. préparé, si on n'a Euh, pas la résilience mentale, si on n'a pas été accompagné et formé, et si on ne se sent pas soutenu, forcément, on va jeter l'éponge et on va prendre sur soi et parfois sur sa santé. et quelquefois culpabilisé. Alors la musique adoucit les mœurs, on va en profiter parce qu'on a un peu décalé la respiration musicale et j'en profite toujours. Ceux qui ont des avis, des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Aïda Raoui, Myriam Aïda Raoui, qui est fondatrice et dirigeante de Factories. Winners Factories Maroc, et effectivement nous nous intéressons ce matin à l'application qu'on fait de certaines politiques entre guillemets dit-on de diversité et d'inclusion. Alors c'est avant tout à l'adresse de ceux qui doivent être préparés entre guillemets aux difficultés. C'est aussi une sensibilisation de l'organisation qui elle entre guillemets a des normes à faire respecter, des choses qu'elle va tolérer, des choses qu'elle va entre guillemets sanctionner. Et de ce point de vue, on essaie de comprendre ce qu'il y avait comme contenu dans les programmes qui sont enseignés dans certaines entreprises du pays, Aïda Raoui. Oui, donc on a parlé en tout premier lieu donc, de la formation et la sensibilisation au biais de discrimination au recrutement. Donc ça, c'est une formation qui est délivrée aux équipes de ressources humaines, aux équipes de recrutement, parce que culturellement, on va avoir des biais et des perspectives qui vont pouvoir influencer la décision sur le recrutement ou pas le recrutement. Donc, Oui. de plus en plus d'entreprises bien structurées procèdent à cette démarche donc volontaire de se former, de former leurs équipes afin de minimiser l'effet de ces biais sur l'influence de la décision de recrutement. Mais ce billet-là, on s'est dit au Maroc, si je n'ai pas telle origine, je suis pas certain entre guillemets d'être recruté pour tel type de poste. Qu'est-ce que ça veut dire être sensibilisé dans les processus de recrutement par rapport à cet élément? C'est-à-dire, Ça veut dire ne pas se ouais, laisser ouais. influencer par des biais culturels qui vont impacter donc la bonne décision à prendre. Et ça, aujourd'hui, c'est une norme. Vous avez parlé de normes. C'est une norme. De plus en plus d'entreprises l'adoptent Oui. par prise de conscience de l'effet négatif que ça peut avoir dans la démarche de recrutement. Mais la difficulté, c'est que c'est quelque chose de difficilement cernable d'une certaine façon, parce que je ne sais pas si je vais recruter quelqu'un qui va porter une certaine couleur de cravate. Donc la discrimination, c'est très très large. C'est un choix qui va s'opérer parfois par des biais conscients ou inconscients. Alors Zineb Judi nous a rejoint à l'heure et un peu en avance, puisqu'il nous présente les actualités en langue arabe. On va se retrouver bien entendu pour la deuxième heure d'émission. Nous parlons de diversité et d'inclusion et nous restons toujours ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole et mettre des avis ou témoigner tout simplement, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et parfois nous parlons des vies avant celles qu'on est amené à mener. Alors la vie du salarié n'est pas la vie du chef d'entreprise, et on parlait effectivement de diversité et d'inclusion. C'est quelquefois les différences de leadership entre le leadership, dit-on, qu'on qualifie de féminin, le leadership masculin. Et sur ces différences-là, Aïda Raoui, on a une expérience personnelle et on a aussi peut-être des conseils à donner. Alors les formations, c'est une chose, la sensibilisation, c'est une chose, mais la traduction dans la réalité, les conseils qu'on peut peut-être partager à cet effet sont quelquefois enrichissants pour ceux qui sont confrontés à ces obstacles-là ou à ces difficultés auxquelles on n'est pas nécessairement des plus préparés dans son milieu familial ou dans son parcours ou son cursus scolaire et académique. C'est effectivement les biais culturels dont on parle depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, de quoi on parle quand on parle de diversité et d'inclusion? C'est juste pour simplifier la chose, c'est pour mettre en place un climat de travail juste, équitable et en confiance d'un vivier de talents différents mais complémentaires qui doivent travailler ensemble. Et ce vivier de talents n'a pas, si vous voulez, j'ai pas envie de dire qu'il n'est pas sur le même pied d'égalité. Oui, mais il n'est pas incarné de la même façon. Il n'est pas porté de la même façon. On n'a pas
indépendamment des uns et des autres, mis les bonnes croyances dans le conditionnement social, dans le conditionnement culturel. Et donc, forcément, il va y avoir des personnes qui auront plus de chances et qui sentiront naturellement plus légitimes et d'autres naturellement moins légitimes. Et le cadre dont on parle et le climat de confiance et d'équité et de justice, c'est une entreprise qui pense loin par rapport à sa politique de ressources humaines et qui pense vraiment diversité et inclusion comme levier de performance, comme levier de compétitivité, va s'investir dans ses politiques et dans sa gouvernance et va s'atteler à réduire les biais et à lisser un petit peu ces différences pour pouvoir tirer le meilleur de l'ensemble de ses talents. Oui. Effectivement, et naturellement, une femme ne va pas se sentir légitime aussi facilement qu'un homme. Avec les mêmes compétences, ou va se sentir légitime, Par rapport à l'incarnation de l'autorité, par rapport à quoi précisément ? Par rapport à la place qu'on lui laisse, par rapport à la légitimité qu'elle a de porter sa voix. Vous savez, autour des tables, dans les salles de réunion, souvent, même au niveau de direction, au niveau COMEX, vous allez avoir des directeurs qui... naturellement et sans aucun problème et instinctivement prendre la parole naturellement et interrompre la voix féminine naturellement. Et la voix féminine, par politesse, par souci d'éviter les conflits, ne va pas trouver la façon de reprendre la parole ou va se laisser faire, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un travail. D'abord, c'est une culture. Je dis pas c'est mauvais, c'est pas mauvais, mais je dis vraiment il y a une formation, il y a une prise de conscience collective qui doit être menée à travers des actions, à travers des systèmes. Vous savez, les entreprises internationales les plus innovantes comme IBM, comme Google sont conscientes de ces biais culturels et on met en place des systèmes pour les minimiser. Oui, bon, en tout cas, quand on observe même à l'échelle du monde, les différences entre les hommes et les femmes salariés dans l'entreprise, on verra beaucoup plus facilement un homme demander une augmentation de salaire. Une femme beaucoup moins, disons de façon beaucoup moins récurrente. Ça, c'est quelque chose d'objectif. Après, par rapport à la prise de parole, je le dis, il y a les discours de sensibilisation, mais il y a celui qui fait face, entre guillemets, à cet obstacle-là, disons, c'est cette personne, quelle qu'elle soit jeune ou femme ou que sais-je encore, qui a la main, entre guillemets, pour prendre la place qu'on lui laisse quelquefois plus difficilement. Oui, mais est-ce que l'entreprise veut lui laisser cette place ? Elle décrète qu'il a toute sa place, que tout le monde est légitime, ou alors il n'y a rien qui est fait et donc on va vraiment se laisser dans cet ancrage de biais culturels. On va se dire non, mais je ne suis pas sûre. Un homme va facilement prendre la parole, prendre des initiatives et une femme va peut-être demander la permission de le faire. Donc, il y a une différence entre demander la permission et le faire parce on se sent pleinement légitime. Et donc, c'est vraiment de ça qu'on parle. Oui, celui qui va observer cette différence de comportement peut mettre ça sur le compte de la politesse ou sur le compte, entre guillemets, d'une forme peut-être de caractère plus effacé. Mais dans la direction, dans l'autorité ou dans l'incarnation de l'autorité, c'est quelquefois un chemin qu'il est difficile à trouver pour ceux, entre guillemets, dont la voix est plus difficilement audible. C'est tout à fait difficile. Même lorsque il y a des programmes de leadership féminin, souvent, des entreprises ont du mal à embarquer des talents féminins parce qu'il y a une peur. Il y a une peur que ça impacte leur vie de famille. Il y a une peur que ça va mener vers des frictions avec des collègues masculins auxquels elles n'ont pas envie d'être confrontées tous les jours. Il y a une peur tout simplement de briser le plafond de verre. Je veux dire, c'est pas instinctif, c'est pas inné. Et donc, il y a cette espèce de statu quo qui n'est pas simple à briser, même à travers ces programmes-là. Oui. Donc, d'où vraiment tout l'intérêt de l'effort qu'on peut mettre en place pour la mise en place de systèmes qui vont minimiser. On parle aussi de programmes de mentorat. Oui. Programmes de mentorat, c'est pas de la formation, c'est pas des programmes élaborés, mais c'est simplement faire rencontrer
un talent, qu'il soit minoritaire, culturel, ou que ce soit un jeune homme junior qui a des ambitions ou qui a le potentiel d'aller loin mais qui n'a pas l'ambition parce qu'il ne se sent pas légitime, et ben d'être accompagné par des professionnels qui ont fait ce chemin-là avant lui et qui vont l'accompagner dans la prise de conscience et la prise en main de son plein potentiel. Oui, bon, mais pour ceux qui nous écoutent, bon, il y a beaucoup aussi d'hommes introvertis qui sont dans le retrait. Nous parlons entre guillemets des tendances ou des éléments qu'on va retrouver de façon beaucoup plus récurrente, mais sur la différence entre le leadership entre guillemets féminin et masculin, Oui. même si bon, dans les incarnations on peut avoir des femmes qui ont cette énergie davantage masculine d'autorité, Ça peut mais arriver. dans l'expérience qu'on peut avoir, on a pu justement observer que bon, certaines femmes qui avaient des postes de responsabilité manœuvraient différemment ou exerçaient ce leadership avec d'autres qualités qui n'étaient pas nécessairement les qualités qu'on identifie au masculin. Aïdara Traoré. C'est tout à fait ça. Je voudrais juste préciser une chose très très importante à ce niveau de notre échange, c'est qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur sur le leadership féminin ou le leadership masculin. C'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre ou il faut promouvoir l'un au détriment de l'autre. Pas du tout. Il faut simplement laisser la place à chacun dans toutes ses spécificités, ses composantes culturelles et la série, le vivier de soft skills qu'il amène avec lui. Aujourd'hui, effectivement, un leadership masculin, il est dans l'action, il est dans l'immédiateté, il est dans le delivery court terme. C'est pas parce qu'il a, il peut aussi avoir une vision long terme, mais il va moins être dans l'écoute, moins d'être dans l'impulsion des intelligences collectives, moins dans la diplomatie, et peut-être il ira plus vite vers le conflit sans aucun état d'âme. Or, Oui. le leadership féminin va au contraire vouloir inclure et vouloir embarquer l'ensemble des forces vives et écouter, impulser plus d'intelligence collective et surtout anticiper, prévenir les conflits et aussi, et lorsqu'ils surgissent, les gérer d'une certaine façon beaucoup plus saine pour le climat général de l'entreprise. Et pour autant, s'il faut essayer d'évaluer la face, entre guillemets, moins lumineuse de la façon dont s'exerce ce leadership haïdaraoui dans la pratique, alors le risque pour ce leadership masculin, c'est une forme, oui, d'autoritarisme, c'est-à-dire qu'importe ce qu'on pense de l'avis d'une décision, bon, il s'agit de l'appliquer sans nécessairement réfléchir par les équipes, bien entendu. Pour le leadership féminin, il y a parfois effectivement une façon de ne pas dire les choses. Et ça, les travers sont différents et la façon, entre guillemets, lumineuse de l'exercer, ce leadership, est également différente. Après, dans la pratique, il y a tous les exemples. Il y a des hommes qui ont cette diplomatie-là et des femmes qui ont cette autorité. Oui. C'est tout à fait ça. Moi, je pense que j'aime bien l'image de la main de fer dans un gant de velours. Moi, je trouve que les deux autorités se valent. Elles sont différentes et elles se complètent. C'est une phrase d'un certain général. C'était Napoléon qui l'avait popularisé. Je ne saurais confirmer. En tout cas, l'idée, c'est que naturellement, les femmes ont toute la capacité de prendre cette place-là et d'avoir une autorité naturelle qui se fait respecter, mais d'elle-même, il y a un filtrage naturel, un filtrage culturel, où il va y avoir, en bout de course, moins de talents, de dirigeants féminins, d'ambitions féminines qui vont les amener vers une trajectoire ambitieuse. Et c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est comment on va donner la place et montrer le chemin et encourager le chemin lorsqu'il est possible et lorsqu'il est bénéfique pour la personne et pour l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, c'est l'efficacité, quelquefois l'image qui, lorsqu'elle est positive, va, entre guillemets, renforcer cette vision qu'on peut avoir de l'extérieur d'une entreprise moderne ou qui est dans l'air du temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on est sensible à cette image? Est-ce qu'on valorise positivement ce leadership féminin? Parce que
Il y a un certain moment où, effectivement, promouvoir une femme jeune était perçu positivement. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Alors, Aïda Alaoui? je ne sais pas pourquoi vous parlez au passé, mais on parle d'image extérieure, on parle de marque employeur. Oui, Et la marque employeur est encore une fois un atout stratégique pour l'entreprise. C'est sa capacité à attirer les talents dont il a besoin, les meilleurs sur le marché, de rester compétitif et de pouvoir donc faire relever les challenges. Et il ne va oui. pas le faire tout seul, il va le Non. faire avec un capital humain. Aujourd'hui, que ce soit des minorités culturelles ou des minorités autres ou de genre ou des femmes qui ont tout le talent qu'il faut, mais si l'entreprise n'a pas cette image-là d'être inclusive au niveau des femmes, elle va réfléchir à 2 fois avant de vouloir envoyer son CV ou envoyer sa candidature pour tel ou tel poste dans cette entreprise. Elle va naturellement choisir là où elle va se sentir incluse et légitime dans son Oui, bien, naturellement, effectivement. dans sa différence ou dans Quand on a le sentiment que notre talent, notre compétence sera reconnue, on a envie d'être là où il y aura ce maximum de reconnaissance. C'est Et à exactement. l'inverse. Mais ça, c'est par rapport à l'efficacité dans l'état d'esprit qu'on va infuser en interne à Aïda Alaoui. Oui, alors vous parlez de culture. Oui. Donc il y a l'aspect marque employeur et l'aspect culturel intérieur. Donc c'est pour ça que le travail, il se fait à plusieurs niveaux, mais il se fait, allez, je dirais, majoritairement, 70%, il se fait en interne. Parce qu'il y a tous ces programmes qui sont mis en place, toutes ces formations, ces accompagnements, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on inculque dans les valeurs, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les partis pris, les positions, les engagements de l'entreprise par rapport à ces sujets-là. Et donc tout ça va être des composantes importantes de la culture de l'entreprise et c'est ça qui va Oui. trouver des voies de compatibilité entre les talents qu'on cherche à recruter et est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un ancrage dans cette culture ou alors ça peut pas matcher. Et comme chacun sait, parfois le décalage entre les discours et la réalité, la triste réalité, produit des effets extrêmement néfastes. On va y revenir à cet aspect-là, mais après la respiration musicale, et j'en joins toujours ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez prendre la parole ou témoigner ou donner des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Mdelim Aïda Alaoui, nous parlons diversité, inclusion, ce sont des éléments entre guillemets transverses qu'on retrouve dans l'entreprise, qu'on retrouve également dans la société. Et de ce point de vue, quelquefois il y a des impulsions dans le monde politique ou dans le monde associatif où on est sensible à ces questions-là. Aïda Alaoui. Oui, on parlait tout à l'heure Ouais. d'un exemple, c'est le Parlement. Aujourd'hui, il y a des quotas pour les femmes. On n'arrive pas à la parité parfaite, mais il y a des programmes qui vont favoriser la participation féminine à l'action politique. Et ça, je pense que ça existe dans le monde entier, mais au Maroc en particulier, ça a aussi un petit peu la même origination. On a besoin de cet apport, de ce leadership féminin, de cette façon de faire les choses, de cette complémentarité que ça va amener au débat. Et aussi sur le spectre de problématiques qui vont être adressées à travers la perspective Oui. féminine, par exemple. Et cette légitimité-là, elle n'est pas évidente, encore une fois. Je sais qu'il y a peut-être une semaine ou une dizaine de jours, Oui. le ministère de la Famille a lancé un programme pour solliciter la participation. Oui, le chef de famille, c'est quelquefois la femme, lorsque... Oui, de plus en plus. Oui, c'est lorsque, en Donc, effet, là, on charge parfois ses enfants, il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'auparavant, donc cette notion-là Donc, en général, cette Oui. notion de diversité, c'est de ne pas vouloir s'amputer de la moitié de ses ressources. Et de ces ressources stratégiques qui sont, en parlant de femmes, le genre féminin. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile pour une femme. Je dirais, il y a des témoignages, j'ai mon vécu personnel, en tant que dirigeant d'entreprise Oui. ou en tant que cadre dans une les entreprise. commerciaux sont majoritairement des hommes. Oui. Dans les métiers de soins, on retrouve majoritairement des femmes. Oui, ça va aller. Certains métiers de soins. Oui, Précisément. je veux dire, Oui. je suis intimement convaincue que tout le monde peut faire tous les métiers. Mais il y aura plus de facilité dans certains métiers naturels que d'autres pour les hommes et pour les femmes. Et ça, je pense que il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Maintenant,
c'est comment ce chemin dans tel ou tel métier, il est facilité ou pas. Oui. Que ce soit dans la sphère politique ou sur un marché ou dans l'économie ou à l'échelle d'une entreprise. J'ai un souvenir qui me revient en mémoire. J'ai une amie qui était parlementaire et qui me disait à quel point c'était difficile de tenir sa place au Parlement, d'élever la voix, de se faire entendre. Et même dans ce cadre-là, il y avait des formations pour légitimer un petit peu cette place-là. Et elle a eu l'occasion d'aller au Congrès américain. Dans une de formation, elle a été reçue par des pairs, oui, mais par des pairs féminins. Et donc, il y a eu cette discussion. C'était une forme de formation, de learning expedition et aussi de mentorat. Et elle avait pris le soin de se confier à une congresswoman. Il lui a dit, voilà, c'est très difficile, j'ai envie de jeter l'éponge, j'y arrive pas, j'ai pas de contribution. Et puis, elle m'avait raconté la réponse de la congresswoman qui était très marquante. Elle lui a dit, même si tu n'as aucune valeur ajoutée, même si tu n'as pas de contribution et qu'on ne te laisse pas de place, tu gardes le siège. Parce qu'en le gardant, tu ne vas pas laisser la place à quelqu'un de pourri qui va faire des choses malsaines à cette place-là. Oui, oui, c'est... Donc, même cette représentativité, le fait de garder cette place, bon, là, ça, on parle de politique, c'est différent. Mais à l'échelle de l'entreprise, donc, il y a tout à gagner. L'entreprise a tout à gagner pour inclure toutes ses forces vives, femmes, hommes, minorités culturelles, personnes à mobilité réduite, par exemple, ou avec des handicaps particuliers. Je pense qu'il y aura toujours des atouts et des actifs et une complémentarité qui va être amenée et qui va... À condition d'avoir un bon chef d'orchestre. Et à la radio, un bon chef d'orchestre, c'est simplement quelqu'un de respectueux des horaires. Il est 11h31 et Karim Drounet va nous présenter les actualités. On lui cède volontiers la place et on se retrouve pour la dernière demi-heure d'émission. Et si vous souhaitez prendre la parole, toujours je le répète, vous pourrez nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin, je le précise pour ceux qui se joignent à l'émission, avec Melim Aïda Raoui, qui est fondatrice de Winners Factory Maroc et qui est experte dans, disons, les stratégies de culture d'entreprise, de communication. Et nous nous intéressons ce matin à la diversité dans l'entreprise, l'inclusion qu'on perçoit parfois difficilement, qu'on essaie entre guillemets d'incarner avec des exemples. Et des fois, c'est pris en considération dans des programmes de mentoring. Aïda Raoui. Monitoring, pardon. Non, de mentoring. Le mentorat, oui. Oui. C'est-à-dire, par l'exemple, essayer de partager des expériences, si j'entends bien. Alors, les programmes de mentorat invitent tout simplement les équipes, des personnes, je veux dire, les cadres, les effectifs, quel que soit de tous bords, vraiment, de se joindre à un programme qui leur ouvre la possibilité de rencontrer en one-to-one, à régularité, donc à une fréquence régulière, des dirigeants. Que ce soit des directeurs, des dirigeants qui ont des positions exécutives et qui ont fait le chemin pour être accompagnés, soit parce qu'il y a une ambition, soit parce qu'il y a une difficulté, soit parce qu'on a besoin pour naviguer dans le quotidien, de la routine de l'entreprise ou dans des difficultés liées à de l'intégration, de l'inclusion ou à des épisodes de transformation qui sont des fois des challenges culturels à surmonter. Donc, il ouvre la possibilité de se faire accompagner. On prend la main de quelqu'un qui a envie d'avoir le contact avec cette personne-là, parce qu'elle l'inspire d'une certaine façon, ou parce qu'il va lui donner un crédit de confiance et qu'il va lui dire « je vais aller me confier à lui, lui parler de mes difficultés, de mes doutes, de mes hésitations, et je vais prendre conseil parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a de la bouteille, parce qu'il a du vécu, qui va pouvoir me conseiller et m'orienter et me guider un petit peu dans cette phase de difficulté ». Il y a des
donc des programmes de mentorat au sein de l'entreprise, mais il y a aussi des programmes de mentorat dans des ONG ou des associations. On connaît le plus connu, donc c'est We4She, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Oui. Et c'est important de ne pas lâcher donc, des personnes qui ont soit des moments de passage à vide, soit une difficulté de s'orienter dans son parcours de carrière et qui a besoin de cet accompagnement-là. Donc, il y a vraiment un bénéfice à la clé pour les personnes qui vont faire la démarche de se faire accompagner dans un programme de mentorat. Oui. Alors ça, c'est par rapport à ces problématiques-là qu'on évoque, parce que souvent, bon, l'exemple, la force de l'exemple qui est incarné, bon, c'est une expérience qui nous a permis, disons, d'avoir davantage de cas pratiques qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu surpasser, enjamber, dépasser d'une certaine façon dans l'entreprise. Comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est un programme où il y a ce partage en tête-à-tête. C'est une formation sur laquelle on est sensibilisé par rapport à certains points. C'est utile pour qui et comment, entre guillemets, y compris en dehors de l'entreprise, à sa propre initiative, on peut rejoindre, pour ceux que ça intéresse, Moi, je trouve ce que type d'accompagnement. c'est une démarche qui est doublement enrichissante. Elle est enrichissante pour le mentor parce qu'il y a de la transmission, parce qu'il y a un échange d'énergie et parce qu'il y a du sens et de l'impact. Et c'est enrichissant, bien entendu, pour le mentee, donc celui qui se fait mentorer, la personne qui se fait accompagner, parce que elle va bénéficier d'une expérience qui n'est pas la sienne au sein d'une organisation. Elle va avoir le retour d'expérience sur un chemin déjà accompli et qui va avoir le mérite de l'éclairer sur ses problématiques actuelles. Oui, effectivement, c'est pas du tout une formation, c'est des rencontres en one-to-one qui souvent sont encouragées d'être faites soit dans un... dans un cadre, dans quel cadre? C'est-à-dire, ça peut être dans le cadre de l'entreprise, voilà, on se prend un moment, on se prend 2 heures, on se prend 1h30 et on va complètement s'isoler des téléphones ou voilà, ou soit on va se mettre dans une salle de réunion, ou soit carrément on va se rencontrer dans une salle ou à l'extérieur de l'entreprise pour justement avoir ce moment focus, oui. Voilà, focus sur l'expérience de l'un et les difficultés actuelles de l'autre. Et c'est un cadre de bienveillance, d'accompagnement et de empowerment. C'est vraiment de renforcement des capacités. J'ai eu l'occasion d'accompagner dans le cadre de programmes de mentorat des jeunes cadres avec beaucoup de potentiel, mais beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, n'ayant pas certains soft skills qui les mettaient en difficulté, mais dont ils n'avaient pas conscience de cette absence de soft skills, etc., etc. Bien entendu, en entreprise, il y a souvent un jeu politique qui ne dit pas son nom, et quand on n'a pas les codes pour les identifier et on n'a pas cette prise de conscience et de se dire, retire, oui. Soit on se retire, soit on se sent persécuté, soit on ne comprend pas ce qui se passe, mais en tout état de cause, c'est assez handicapant et ça ralentit la dynamique. Donc, il y a ces problématiques-là, il y a les problématiques de place, de légitimité, il y a des problématiques où un mentee vient vers son mentor et lui dit, voilà, j'ai telle difficulté, je me sens pas bien dans telle affaire, voilà, je suis en charge du contentieux, il y a eu telle affaire, moi, dans mon travail, je suis obligée de faire ça et ça, mais ça a eu un impact sur mes collègues, c'est ce que mon supérieur hiérarchique m'a demandé, et j'étais pas très à l'aise, mais je l'ai quand même fait, et après, j'ai déprimé pendant des semaines parce que, voilà. Et donc, il y a aussi des sujets de conflit de valeurs. Et donc, toute la difficulté pour un jeune cadre avec beaucoup de potentiel, beaucoup de valeurs, de naviguer dans des chemins qui ne sont pas tracés, dans des sentiers qui ne sont pas battus et qui ont besoin de ce recul d'expérience, qui a besoin simplement d'une main sur son épaule, de lui dire « Ok, c'est ok, il n'y a pas de souci. D'abord, tu as le droit à l'erreur. D'abord, tu as le droit de... Voilà, je comprends. » Donc, il y a beaucoup d'émotions qui sont posées sur la table. Parce qu'il ne faut pas oublier... les bénéficiaires de ces programmes, ou tout simplement le capital humain, c'est des êtres humains qui sont dotés d'intelligence et qui sont dotés d'émotions et de ressentis, de situations. Ce n'est pas des machines. On l'oublie beaucoup, en tout cas on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment ça. Le sujet, c'est de poser des ressentis, mettre le doigt sur ce qui a fait que... Parce que n'oubliez pas,
vous avez des pensées qui émettent des émotions, qui émettent des actions, Oui. qui vont complètement orienter Mais bien entendu. l'impulsion d'action Oui. qui va suivre. Mais la tonalité est extrêmement importante. Soit on a une voix tremblotante, soit on a une voix assertive. Parfois, il y a un certain nombre, disons, d'éléments qu'on a du mal à transmettre à ces équipes. Mais il y a différents types de carrières, différents types d'exemples qu'on peut avoir en tête lorsqu'on essaie de se projeter dans le futur. Soit on veut être manager dans un secteur donné. Bon, il y a des ingénieurs, il y a des chimistes, il y a des personnes qui travaillent dans la communication. Comment trouver les personnes adéquates? Lorsque c'est une politique de l'entreprise qui va présenter, entre guillemets, des personnes qui vont donner de leur temps pour partager leur expérience, c'est pas tout à fait la même chose que d'être soi-même en recherche d'une personne qui va avoir la disponibilité, qui voudra être dans ce partage-là, Aïda Alaoui. Non, je pense que par rapport au pool de mentors qui a voilà, on le fait naturellement, on le fait sur la base de volontariat parce qu'on a envie, parce qu'on est dans le give back. On a envie de donner de son expérience, de transmettre, de la partager parce que nous-mêmes, à un moment donné, nous étions à cette place-là. On n'a pas forcément trouvé la personne ou la personne clé pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous aider. On se dit, ben voilà, on a l'opportunité de le faire, on va le faire. Donc c'est totalement sur la base de volontariat. Oui, mais l'accessibilité, parce qu'il faut trouver les profils. Bon, soit l'entreprise va nous les présenter, soit on va soi-même essayer de discuter avec des personnes. Il y a des réseaux professionnels, il y a le cadre associatif que vous évoquiez, Aïda. Oui, il y a le cadre associatif, ça émane d'une démarche personnelle, mais quand on parlait d'entreprise et de programme de mentorat, c'est l'entreprise qui s'occupe de cette mise en contact des personnes qui ont besoin de se faire accompagner avec les personnes qui veulent donner de leur temps, de leur expérience et de leur bienveillance à des personnes, d'autres personnes dans l'entreprise qui ont besoin de faire cette évolution-là. Oui. Donc, il y a un appel à candidature de part et d'autre, il y a des sessions, il y a des rituels, il y a des... des rituels. Oui, il y a des rituels. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un kick-off, un lancement de ce programme où on invite les personnes qui se sont portées volontaires pour être mentors à rencontrer les personnes qui se sont portées volontaires pour être mentees. Et voilà, ça peut être des speed dating, on voit si ça match en termes d'énergie, ou alors il y a une personne clé aux ressources humaines qui va matcher justement sur la base d'un profiling du mentor et du mentee. On va se dire, ouais, il y a plus de compatibilité entre ces deux-là, donc on va les mettre ensemble. Donc ça peut se faire de différentes manières. Et puis petit à petit, donc, ce qu'on nous demande, c'est de nous retrouver à des fréquences régulières, d'avoir ces échanges-là. Les personnes des ressources humaines qui suivent ce programme vont nous suivre, donc ils vont nous appeler, comment ça se passe, vous vous êtes rencontrés, ok, ça se passe bien, et prendre la température de part et d'autre et voir que ça se passe bien. Et donc, et c'est ça qui va faire les indicateurs justement d'impact et de performance de ce type de programme. Je trouve que l'exemple est parfaitement à propos, parce que souvent, lorsque on va prodiguer disons, des formations pour la sensibilisation, il y a parfois une réticence de prime abord parce qu'on se dit on va nous faire la morale. Mais quand on rencontre une personne, on va s'inspirer de son parcours de vie et immédiatement peut-être davantage dans une forme de sincérité, Aïda Alaoui. Alors on va y revenir précisément parce qu'il y a un cadre associatif, il y a un cadre, disons, de politique de ressources humaines qui peut être établi, mais ce sera après la respiration musicale dont on va profiter à l'instant même avec ceux qui nous écoutent ce matin. Kumelim Aïda Alaoui, avec laquelle nous avons, disons, entrepris de discuter d'un sujet un peu délicat parce que, effectivement, lorsqu'on parle d'inclusion et de diversité, beaucoup de ceux qui reçoivent ces termes-là ne mettent pas nécessairement des réalités concrètes sur ces aspects. On a un mot de conclusion par rapport à ce que nous disions, parce qu'il y a un aspect sur lequel nous ne sommes pas attardés, c'est-à-dire dans le choix, dans la discrimination, il y a un choix. Et on n'est pas toujours conscient des éléments qui peuvent ou nous promouvoir lorsqu'on se présente ou, entre guillemets, nous écarter. Oui, on parle de biais culturels. Oui. Et les biais culturels peuvent être de part et d'autre, c'est-à-dire de part
l'entreprise ou l'équipe de recrutement qui va recevoir donc des personnes de différents milieux, de différents profils et qui vont processer, donc c'est humain, de leur intelligence, de leur biais culturel d'une certaine façon et qui vont impacter la décision de recrutement ou non. Et pareillement, les biais culturels des personnes qui font partie des effectifs, des équipes, qui vont se sentir légitimes ou moins légitimes en fonction de leur conditionnement, qui vont se sentir avoir toute la place de porter une voix, de contribuer, ou alors de se dire non, je me cantonne juste à ça, alors qu'il y a un plein potentiel qui va échapper à l'entreprise. Il y a parfois la question de la volonté, de l'audace et de la confiance qui rentre en jeu en la matière. Et ça, on va émettre sans pour autant, disons, le discerner très clairement, des signaux qui le démontrent ou à l'inverse qui démontrent le contraire. Aïda Alaoui. Oui, on peut identifier des signaux faibles dans des équipes où des personnes peuvent être soit introverties, soit extrêmement performantes, mais dans un périmètre tellement réduit et qui n'ont pas des soft skills d'aller vers les autres, de prendre des initiatives alors qu'ils en ont totalement la capacité. Donc là, on va vouloir les identifier, vont vouloir les onboarder dans une dynamique de contribution plus large à l'équipe et à l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet de gouvernance. C'est un sujet de comment on embarque, comment on inclut tous les talents et tous les potentiels. Parce que les contributeurs dans une entreprise ne sont jamais à un niveau de maturité. C'est un voyage, c'est un chemin. Et le vrai sujet, c'est comment cette entreprise va mettre des moyens en place, des programmes en place, un accompagnement et une culture qui va favoriser le développement du plein potentiel de toutes ces forces vives. Si tous les bons éléments sont mis en place, on peut fleurir plus facilement. Et on peut aller de l'avant plus vite. Oui, et à l'inverse, c'est quelquefois plus difficile, mais la décision incombe toujours à celui qui fait son chemin. Alors nous avons fait le nôtre, parce qu'on arrive au terme de notre émission. On va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Je te remercie Aïda Alaoui pour ta présence avec nous ce matin. Mais l'heure est aux actualités. Elles nous sont présentées par Kamal Rsal et la tranche suivante animée par Ahmed Aloua. Les experts sont sur